Des statues de Colbert, Gallieni ou Léopold II taguées ou déboulonnées, des plaques au nom de Victor Hugo arrachées, des actions coup de poing en France ou en Belgique en résonance au mouvement Black Lives Matter. Pour certains activistes, il s'agit là de figures historiques controversées, symboles de l'esclavage et de la colonisation. Alors cela peut-il nous amener à une réflexion nouvelle sur l'histoire? On en parle justement dans notre grand angle. Et pour en débattre avec nous, l'historien Nicolas Offenstadt. Bonsoir Nicolas Offenstadt. C'est un dossier que l'on suit dans l'actualité depuis plusieurs semaines à présent. Ces déboulonnages de statues, ces plaques arrachées. En tant qu'historien, que vous inspirent ces actions contre des figures historiques ? La première chose comme historien, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les statues ont toujours quasiment suscité la colère des manifestants quand elles représentaient soit un ordre ancien, soit un régime politique que l'on voulait contester. Évidemment, c'est le cas à la Révolution française, c'est le cas, on a d'autres exemples au XIXe siècle, mais plus récemment encore, vous savez, dans les années 1960 et 70, que ce soit en France ou en Allemagne, on s'attaquait aux statuts des colonisateurs et parfois on s'attaquait même aux monuments aux morts. On l'a parfois oublié, mais la jeunesse de 1968, de mai 68 par exemple, a tagué des monuments aux morts qu'elle considérait comme trop patriotes, trop nationalistes. Donc c'est un acte politique finalement assez classique. Ça nous frappe aujourd'hui parce que c'est mondial, parce que c'est évidemment aussi très marquant, mais c'est une vieille action politique en quelque sorte. Alors on va regarder des images de la Martinique cette fois. Des statues là-bas n'ont pas été déboulonnées, enfin ont été déboulonnées il y a quelques semaines, mais plus récemment, des plaques de rue au nom de Victor Hugo ont été arrachées, action revendiquée par des militants anti-esclavagistes. C'est un sujet de Séraphine Charpentier, puis on en parle juste après. Avec fracas, la statue de Joséphine de Beauharnais est arrachée de son socle et finie à coups de massue. Elle était érigée à Fort-de-France depuis 1858. Quelques dizaines de minutes plus tard, un homme tombe lui aussi de son piédestal. Il s'agit de la statue de Pierre Belin des Nambucks. Des actes violents, symboliques. Ces militants martiniquais accusent l'État français de glorifier le colonisateur en laissant trôner ces statues. Partout dans le monde, en Australie, en Afrique, en France, aux États-Unis, à Londres, partout. C'est pour montrer que l'oppression coloniale est toujours là, elle est toujours présente. Le peuple noir souffre beaucoup. Les deux statues déboulonnées étaient des personnages controversés. Joséphine de Beauharnais était la première épouse de Napoléon, issue d'une famille de propriétaires terriens en Martinique. Elle avait déjà perdu sa tête il y a 30 ans, décapitée par un activiste. Pierre Belin des Nambucks avait dirigé l'installation de la colonie française en Martinique en 1635. La mairie de Fort-de-France s'était engagée à retirer sa statue. Les militants ne lui ont pas laissé le temps. Il faut rappeler quand même que depuis le départ, la porte a toujours été ouverte. On a toujours privilégié le dialogue. Nous avons mis en place une commission pour s'occuper de toutes ces questions concernant la mémoire. Nous sommes prêts à travailler sur ces questions-là, mais de manière apaisée. La violence ne réglera rien du tout. La tête de Belin des Nambucks a fini traînée dans les rues de Fort-de-France avant d'être envoyée dans l'enceinte de la préfecture avec la plaque de la rue Victor Hugo que les militants voudraient voir débaptisée. Ils accusent le poète et écrivain d'avoir tenu des propos colonialistes. Nicolas Offenstadt, je voulais que l'on s'arrête particulièrement sur l'arrachage des plaques de rue au nom de Victor Hugo. Vous disiez dans une interview récemment, dans une démocratie mature, aucun personnage historique ne doit être sacralisé. C'est le cas aussi pour un écrivain comme Victor Hugo. Bien sûr, je pense qu'on peut discuter de tout et c'est d'ailleurs, je crois, assez positif pour la démocratie quand on se saisit du passé que de nouvelles générations. On a toujours discuté de Victor Hugo, on a toujours discuté de Colbert ou des grands généraux du colonialisme ou de la Grande Guerre. Donc que de nouvelles générations interrogent différemment, c'est quelque chose qui me paraît positif. Là où évidemment où ça pose question, c'est quand c'est une minorité qui prend des décisions pour l'ensemble du corps qu'elle ne représente pas. Donc là, on peut évidemment discuter, est-ce qu'on peut suivre toujours les militants dans leur choix? Mais je
crois que le fait de mettre en cause, au sens de discuter dans l'espace public des personnages du passé, c'est une bonne chose. Il n'y a aucune raison de sacraliser Colbert ou Victor Hugo. Il faut en discuter. Peut-être qu'il y a des aspects qui ont mal été expliqués ou qu'on connaît encore insuffisamment. Donc de toute façon, là, je crois que discuter de l'histoire dans une démocratie, c'est quelque chose de positif. Donc il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, il faut le contrôler, il faut essayer de trouver la manière la plus peut-être collective de le faire. Mais vous comprenez toutefois que ça puisse faire réagir, qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ces actions, notamment les plaques sur Victor Hugo ces actions ont été très dénoncées sur les réseaux sociaux notamment. Bien sûr, je comprends les différentes réactions comme historien, mais il faut rappeler que débaptiser des noms de rues, c'est quelque chose de très commun. Vous savez, ça arrive tout le temps en France métropolitaine. Après des élections, on peut débaptiser des noms de rues. Il y a beaucoup de noms de rues, par exemple communistes, qui ont disparu après 1990, notamment lorsque des majorités du centre ou de droite ont pris le pouvoir. Donc changer des noms de rues, déboulonner des statues, enlever des mémoriaux, c'est quelque chose qui fait partie de la vie démocratique. La question qu'il faut poser, à mon avis, c'est comment décider. Évidemment. C'est ça le problème. C'est pas tellement de discuter. Ça, c'est, je crois, encore une fois, comme historien, je le dis, c'est important de pouvoir discuter du passé. Le passé, et ça j'y insiste, c'est pas quelque chose de figé. Vous savez, c'est pas un bloc de références, de notes, de chronologie qu'il faut apprendre, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. On ne va pas juste apprendre une liste de noms et puis on la garde dans sa poche et on la sort de temps en temps. Le passé, c'est quelque chose de vivant. Il y a de nouvelles interprétations, des nouveaux débats. Donc ça, c'est positif. Ensuite, la manière d'agir, c'est autre chose. Ça doit être un choix collectif. Je voulais qu'on écoute le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a pris clairement position sur la question. Pas question d'effacer les traces ou les noms de son histoire. Voilà ce qu'il a dit le 14 juin dernier. On l'écoute justement, Emmanuel Macron. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires. Notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible, d'une rive l'autre de la Méditerranée. Avec une volonté de vérité, et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. Nicolas Offenstadt, comment vous analysez cette position d'Emmanuel Macron qui est droit dans ses bottes par rapport à ce sujet Oui, je pense qu'il confond deux choses et c'est un petit peu dommage pour le débat. Il confond l'histoire, qui est le récit assez classique, authentifié, fait par des historiens ou par des spécialistes du passé, de ce que nous avons vécu. Et ce récit-là, évidemment, il ne peut pas être bouleversé par toutes les émotions contemporaines. Ce n'est pas parce qu'on a un regard nouveau sur Colbert ou sur Gallieni qu'on va écrire l'histoire complètement différemment. Donc l'histoire, elle n'est pas réécrite par ces débats-là. Elle est là, elle existe. C'est un processus long. Vous savez, on n'écrit pas l'histoire de Colbert en quelques minutes. C'est des années, et même des siècles en l'occurrence, de travail historique sur cette période-là qui ont permis d'en savoir plus. Donc l'histoire, elle n'est pas menacée par les débats contemporains. C'est un récit de fond. Par contre, ce que le président de la République semble mettre de côté, c'est l'idée que l'histoire dans l'espace public, notre histoire telle qu'on la débat aujourd'hui, c'est pas de l'histoire des historiens, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est quelque chose de vivant. Ça change en fonction des périodes, ça change en fonction des points de vue. Votre mémoire n'est pas la mienne, celle des gens qui ont vécu aux Antilles n'est souvent pas celle des gens des métropoles. Donc, du coup, il faut accepter qu'il puisse y avoir des mémoires plurielles, des mémoires différentes. Et ça, c'est un débat collectif. Donc, c'est pas l'histoire. L'histoire, elle est travaillée, elle est authentifiée, c'est un processus long. Les mémoires, c'est quelque chose de très émotionnel, de très vif, de très subjectif, de très personnel. Et ça, je crois que le chef de l'État ne le met pas assez en valeur. Discuter des statuts aujourd'hui, c'est pas discuter de l'histoire de Colbert. L'histoire de Colbert, elle est écrite depuis des siècles et elle sera encore écrite. C'est discuter de notre mémoire nationale. Et ça, c'est autre chose. J'entends bien que vous aimeriez avoir un grand débat public. Je voulais qu'on revienne sur un cas en Belgique. On a choisi de mettre là-bas en place une commission décolonisation. Un groupe d'experts est chargé en quelque sorte de déminer un petit peu l'histoire belge liée au Congo. C'est une bonne idée, à votre avis, ce genre de commission ? Oui, je crois que c'est une bonne idée. La commission en Belgique, d'ailleurs, il y en a eu ailleurs, à condition qu'elle soit large. Je pense qu'une commission décolonisation, colonisation, statut, tout ce qu'on voudra qui est lié au débat contemporain, doit associer les historiens, mais aussi les associations locales, mais aussi les militants, mais aussi les activistes ou les gens qui sont porteurs de mémoire et qui est un véritable échange. Parce qu'encore une fois, les historiens savent des choses, ils ont des connaissances qui doivent servir la discussion, mais il y a aussi un ressenti, une émotion par rapport au passé. Et ça, on doit l'intégrer. Et d'ailleurs, tous les historiens font attention aussi à la résonance de leur sujet dans l'espace public. On ne travaille pas uniquement dans les archives et on arrive en donnant ses résultats. On écoute ce que la société dit sur le passé. Et je crois qu'une commission doit être véritablement plutôt une forme de forum
où on puisse entendre différentes voix. Et c'est ça tout l'enjeu. Parce que si c'est juste un rapport avec quelques propositions, ça peut être très bien. Moi, j'ai participé comme historien à des commissions publiques. C'est utile. Mais je crois que ça le serait plus encore si on élargit le débat. On pourrait faire la même chose en France avec notre passé avec l'Algérie, par exemple. Oui, bien sûr. Et encore une fois, en associant différentes parties, aussi bien des Algériens, des spécialistes de la mémoire, des spécialistes du patrimoine et des artistes aussi. Il ne faut pas oublier les artistes parce que ces questions de statut, de sculpture, c'est aussi une question artistique. Quel type d'art on a envie de voir dans l'espace public. Donc je crois que l'histoire doit véritablement être quelque chose de partagé dans l'espace public. Et c'est d'autant plus important, si vous me permettez encore un mot, en ce moment, qu'est-ce qui est neuf finalement dans ce qui se joue? Les débats sur la colonisation, on en a eu depuis des décennies. Les débats sur la question des statuts, je vous l'ai dit, ça remonte au moins à il y a longtemps, oui. Voilà, donc tout ça, qu'est-ce qui est neuf finalement? Moi, ce que je trouve le plus neuf et le plus intéressant, c'est le lien qui est fait entre les violences policières, entre les violences raciales aux États-Unis, en France, et le passé esclavagiste et colonial. Et c'est cette jonction-là qui est nouvelle et qui est intéressante pour les historiens comme pour les citoyens. Comment on lit les violences d'aujourd'hui et notre passé colonial? Ben alors on l'interprète comment en tant qu'historien? C'est un début de révolution ou c'est un simple mode d'expression par rapport à ça? Je pense que c'est une évolution assez profonde de nos sociétés où on a quand même une demande d'un passé plus ouvert. Et il est vrai qu'en France, on a eu depuis quelques décennies, ou en tous les cas une 20 ou 30 d'années parfois, un repli sur le récit national, sur le roman national. Rappelez-vous les années Sarkozy avec la lettre obligatoire qui devait être lue dans les lycées, le débat sur l'identité nationale. Je pense que ce repli un peu étroit sur un récit national a suscité évidemment des contre-propositions. Et donc on est dans un mouvement nouveau où justement ces contre-propositions demandent à être entendues, à ce que l'histoire de France soit écrite de manière plus ouverte, je crois. Mais par exemple, ces déboulonnages de statues, lorsqu'on arrache une plaque Victor Hugo, c'est assez symbolique. Qu'est-ce que concrètement, à votre avis, ça pourrait changer dans le quotidien justement de ceux qui font ça et comme vous dites, pour lutter par extension contre les violences policières, qu'est-ce que tout cela peut avoir à faire ensemble? D'abord, ça peut passer par l'éducation, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que à la fois dans les programmes scolaires, à la fois dans les types de formations professionnelles, dans tout un ensemble de débats, ces questions-là soient traitées de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Et effectivement, on peut se demander, du coup, si dans l'éducation collective, qui ne concerne pas seulement les élèves, mais aussi les adultes, en discutant de manière plus approfondie sur l'héritage colonial, sur l'héritage esclavagiste, on apprenne aussi un peu plus à respecter les différents points de vue, à respecter différentes mémoires, à apprendre aussi que tout le monde n'a pas des ancêtres gaulois, effectivement, que l'histoire est compliquée, que les cheminements de l'histoire sont compliqués, sont variés. Donc du coup, ça apprend à construire une société. Une société, elle ne se construit pas que dans le présent. Bien sûr, le présent, elle se construit aussi avec un rapport au passé. Et ça, je crois que si on accepte cette pluralité, que nos histoires soient différentes, voir comment on les fait converger, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut effectivement garder certains noms de rue qui sont très choquants pour certains et pas pour d'autres? C'est des vrais débats. Et je crois que c'est une société mature doit être capable de gérer son passé dans la conflictualité. Pas seulement dans le grand roman, pas seulement dans le mythe, Napoléon, Louis XIV. Elle doit aussi être capable de gérer un passé conflictuel et d'en tirer effectivement des solutions pour le présent. Eh bien, on va voir si on va tirer des solutions pour le présent de tout cela. Merci en tout cas, Nicolas Offenstadt. Je rappelle que vous êtes historien et puis vous avez écrit un livre dans lequel vous parlez justement de ces déboulonnages. Ça s'appelle « Le pays disparu sur les traces de la RDA ». Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous.